Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 6 juillet 2024, il est 8h et comme d'habitude, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Mina, bonjour. Bonjour Nol, bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Tu as suivi le match hier? Non. Non. De loin, on va dire. De loin, voilà. C'est-à-dire, on essaie juste d'écouter. On essaie d'écouter un petit peu ce qui se passe, de regarder un petit peu sur les réseaux, le score. Voilà. Pareil pour moi, je ne regarde jamais les matchs, c'est tellement angoissant, c'est tellement stressant. Plutôt, oui. Certains matchs sont assez stressants. Voilà, assez stressant. Et quand on connaît la pression, finalement. Exactement, et l'enjeu surtout. Donc, voilà, et ben, on va dire félicitations. Félicitations au CRB. Hier, on a fait tout un plateau autour de la Coupe d'Algérie et on a dit que finalement que la Coupe se gagne. Et ben, elle a été gagnée par le CRB. Félicitations, bravo aux deux équipes. Donc elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes et bien entendu le meilleur gagne. Voilà, et ben aujourd'hui dans notre émission en compagnie d'Ahmed Ghali qui sera parmi nous ce matin comme chaque samedi, il va revenir sur une personnalité qui a un peu marqué, on va dire, le domaine de la recherche en histoire, l'histoire de l'Algérie, un grand chercheur, un grand penseur dans l'histoire de l'Algérie. Il s'agit de Mahfoud Kadej, à son actif à lui seul 14 ouvrages, mine de rien, autour de l'histoire d'Algérie. Il n'était pas avec nous hier, exceptionnellement, et ben aujourd'hui il sera parmi nous, Dr Fethi Benachnou. Évidemment. Exceptionnellement hier, parce qu'hier c'était quand même une émission spéciale. Aujourd'hui, quand même, il est toujours au rendez-vous. Et bien aujourd'hui, en compagnie de Dr Fethi Benachnou, ça ne va pas être on va dire une rencontre, une rubrique de sensibilisation, d'éducation sanitaire comme on a l'habitude de faire, mais ça va être un point histoire avec Dr Benachnou qu'on va ouvrir aujourd'hui. Et ben, qu'en est-il de la santé durant la révolution algérienne, n'est-ce pas? Alors, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, n'est-ce pas? Beaucoup, c'était surtout les femmes, donc qui s'occupaient un petit peu, on va dire, de la prise en charge sur le plan santé. Pourtant, c'était des femmes qui n'avaient pas forcément un bagage, qui n'avaient pas forcément fait des études, et pourtant, donc, elles se sont sacrifiées pour. Exactement. Donc, à leur manière, et bien justement, en compagnie de Dr Fethi Benachnou, nous allons revenir sur ce point-là. Et aussi, Khawla, elle sera parmi nous ce matin. Elle va nous parler d'une plante d'ornementation. Alors, beaucoup de personnes aiment bien les plantes pour la décoration. Oui. Après, j'imaginerais très mal une maison sans comme ça. Un petit peu de verre. On va dire des éclats de verre, n'est-ce pas? Oui, non, mais je crois que dans toutes les maisons algériennes, il y a au moins une plante. Au moins une. Des plantes grimpantes, là, généralement, et c'est vrai. Tout à fait. Et ben justement, aujourd'hui, Khawla va nous donner d'autres idées et on terminera l'émission comme chaque samedi en compagnie de notre amie Amina Ziri qui, elle, va revenir sur le match d'hier. Si elle aura des invités donc, qui vont représenter le club, mais aussi des artistes et des passionnés de patrimoine comme chaque samedi. Voilà donc pour le programme de cette matinée. C'est encore une fois Amala Almi, Amri Maka qui l'ont programmé pour nous. Mais sinon, les nouvelles du ciel, Mina? Oui. Donc toujours un ciel aussi couvert. Ça va se dégager un petit peu. Ça va se dégager l'après-midi, oui. Ça va se dégager l'après-midi. C'est ce qu'on espère. Oui. Donc laver les voitures, laver les tapis, laver les balcons, on temporise encore? Oui, on temporise. Il y a toujours un petit peu de sable là. Oui, on temporise. On temporise un petit peu. Allez, juste les pare-brises, au moins on aura de la visibilité. Voilà, ça c'est important. Ça. Allez, on aura un peu plus de détails juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc du soleil un peu partout. Oui, du soleil un peu partout. Il faudra s'attendre peut-être à un petit peu de pluie à partir de ce soir aussi. Mais vers l'intérieur, par contre. Vers l'intérieur, d'accord. Bon, on aurait aimé que ce soit aussi sur les villes côtières, au moins. Peut-être du côté. Au moins, on va dire l'atmosphère va se décharger un peu de peut-être du sable. côté de Annaba. D'accord. Annaba, mais Alger, non, pas pour le moment. Pas pour l'instant. D'accord. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. C'est à toi. Merci beaucoup, Nord. Bonjour à tous. De la brume, un taux d'humidité assez élevé pour cette matinée.
sur l'ensemble des régions côtières, un ciel dégagé en journée sur le centre et l'est, peu nuageux, voilé vers la partie ouest, voilé également vers les régions intérieures avec quelques orages, quelques pluies en fin d'après-midi, en début de soirée. Vers les régions intérieures, ces pluies risquent de déborder à partir de ce soir, notamment vers les côtes de l'est. On notera des vents assez forts, notamment sur le centre, des particules de sable en suspension pour cette journée à l'ouest, au centre et à l'est. Et puis sur la partie sud, on notera un ciel voilé avec quelques orages vers l'extrême sud, le Sahara central, le nord Sahara, puis beaucoup de soleil, un ciel dégagé sur le Hogar et le Tassili, le Sahara oriental ou encore les oasis. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 42 degrés à Constantine, 30 à Tizi Ouzou, 35 degrés à Rilizane, 38 à Annaba, on notera 29 degrés à Alger, 32 degrés à Oran, 46 à Gardaya, 42 degrés à Hassim Saoud, 41 degrés à Elizi et enfin 49 degrés, ce sera la maximale à Adrar et Insalah. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 20 et 50 km/h vers les côtes de l'ouest, entre 30 et 50 km/h sur le centre et enfin entre 15 et 50 km/h vers la partie est. Encore une fois, très bonne matinée. Non, on passe à l'Europe, pardon. Bah oui, c'est l'émotion d'hier. Oui, apparemment. C'est l'émotion. C'est beaucoup d'émotions hier. C'est beaucoup d'émotions. Ça a commencé un peu tôt d'ailleurs. Ça a commencé un petit peu tôt, exactement. Donc l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, un ciel voilé à Vienne, Paris dégagé à Rome. On notera des pluies à Londres, Berlin. Côté température, eh bien, on notera 34 degrés à Madrid, 23 degrés à Lisbonne, 31 degrés à Rome, 22 à Paris, 32 à Vienne et enfin 23 degrés à Moscou. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc des températures qui restent quand même assez élevées. Oui, mais on remarque une petite baisse par rapport à hier. Oui. Voilà. On a senti quand même une petite fraîcheur hier. Voilà, petite fraîcheur. En fin d'après-midi, ça a commencé effectivement à se rafraîchir pourvu que le ciel se dégage un peu. Exactement. Ça reste quand même un temps lourd, angoissant. Un temps lourd, ça va encore continuer aujourd'hui. Ah, quand même. Oui, ça va encore continuer aujourd'hui. Quand même. Bon. Alors, il faut juste faire attention. Il faut faire attention, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h, 9h30 pour un petit débriefing. Tout à fait. Autour d'un bon café, comme à chaque fois. Obligé. Merci beaucoup, Mina. Merci. Allez, à tout à l'heure. On continue et ça va être une belle chanson Algérie, mis à mort, et on se retrouve juste après.
Ahmed Galek Hassan nous rejoint. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaikum. Sabah al-nour. Hier, on a eu l'occasion de dire bonne fête à tous les Algériens, là où ils se trouvent. Je profite de l'occasion aujourd'hui pour te dire aussi bonne fête. Bonne fête, exactement, et très bonne fête. En fait, c'est une date qui يحكيونا عليها les anciens. Oui. Baba Allah yarhamou, avec ses copains, ils sont partis le jour de l'indépendance, ils étaient adolescents. Il avait 14 ans, خرجوا من الدار pendant 3 jours. ما ولاوش. دونك راحوا هايمين وين جات واسمو يباتوا عند الناس ياكلوا عند الناس tout le monde était content et il fallait un peu contrôler tout ça, il fallait que le président intervienne à la radio, classe, calmez-vous, parce que les gens n'en revenaient pas. On retrouve notre indépendance. C'est quand même 132 ans de cauchemar. Exactement. Et puis surtout, il fallait vivre ça parce qu'on y vivait quotidiennement. Jusqu'à la fin, donc un enfant عنده هو certificat de fin d'études, القاوري يروح يكمل قرايته, هذوك les injustices, la discrimination est légale. Dans la réglementation, oui, tatati, patata. L'exemple était très simple. Donc, ils rentraient tous au même âge, à 6 ans, là où il y avait des écoles pour les indigènes. Mais bon, les indigènes, comme c'était des indigènes, il leur fallait une année en plus d'adaptation. Donc, parce que ce n'est pas leur langue maternelle. Qui le certificat, la 6e, la loi dit que tu ne peux pas le collège si tu as plus de 12 ans. Donc, il arrive déjà à 13 ans, même s'il est bon. Donc il nous racontait, j'étais très bon élève. À la fin, son instituteur lui dit, ah Boualam, tu sais, tu es bon, mais la ghalb, tu ne peux pas, parce que c'est la loi, c'est légal. Et tout ça, donc, et ils ont souffert. Donc, nos grands-mères nous racontaient ce qu'ils ont souffert, surtout les hadros de la Deuxième Guerre mondiale, et encore plus loin, parce que la mémoire, elle est transmise. Donc, mon grand-père, il racontait le jour où ils sont arrivés en 1841 dans la région de Zmoura. Donc, comment ils ont installé toutes les canons. C'est un fait qu'il racontait, que je l'ai retrouvé dans les documents d'histoire. Dans les documents, oui. C'est pour ça que le travail de Mahfoud Qaddash est très important, parce que lui, c'est un travail d'archives qu'il a fait, de documentation. Donc, Mahfoud Qaddash, qui est le sujet du jour. Du jour, effectivement. Donc on l'a choisi bien sûr parce que c'est le moment et même pour on est en c'est été. le moment et c'est aussi encore une fois d'autres méthodes pour préserver la mémoire parce qu'on ne peut préserver la mémoire que si on transcrit cette mémoire. Exactement. Et Mahfoud Qaddash Allah yarhamou, ce qu'il caractérisait, c'est que Houa, il était historien et acteur de l'histoire. Donc il a participé, donc il était dans le mouvement scout, il était dans le mouvement national ou MTLD, donc il a participé, il était au mouvement, il a créé des associations, il a fait aussi la prison. Il avait cette conscience d'écrire, donc il publiait, ça lui a coûté donc la prison, le fait d'avoir écrit, et il a souffert 2 attentats à sa personne par l'OAS, et donc ils ont essayé de le tuer. Il a fait la prison par la suite et après l'indépendance, donc il a beaucoup écrit, donc il a pris des témoignages. Par exemple, son grand livre, son travail magistral sur le mouvement national. Donc il est parti retrouver les gens qui ont fait ce travail. Donc histoire du mouvement national algérien. Donc il est parti voir Sidi Ali Abdelhamid, il est parti voir Omar Lara, tous ceux qui ont survécu à la guerre, donc qui étaient après l'indépendance. Il a pris leurs témoignages, en plus des documents qu'il avait lui-même réunis, les archives de Wilaya, les archives d'Alger, donc et tout ça, donc ça a fait, c'est un monument d'histoire. Bien sûr, on va me dire que il avait une grille de lecture, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est logique. Il y a toujours un côté subjectif qui ressort. Parce qu'il a vécu, donc il était là dans le terrain, il l'a vécu et il avait lui-même, donc, et c'était pas un chercheur de bureau, c'était un acteur du mouvement national. Et il avait une doctrine, donc il appartenait il avait un certain idéal politique, donc c'est tout à fait normal qu'il. Et puis donc la langue qu'il utilisait, les archives qu'il a consultées
automatiquement oriente son analyse et oriente ses études. C'est tout à fait normal. Donc, vraiment, pour comprendre le mouvement national, par exemple, il faut lire Mahfoud Qaddash et il faut lire Abou Qasim Saadallah. Parce que c'est deux approches, deux angles d'attaque différents. Donc, c'est ça. Complémentaires. Il a été le premier à attirer l'attention sur l'Amir Khalid et le rôle de l'Amir Khalid. Et il a écrit sur l'étoile nord-africaine, donc 1926. Donc vraiment, il est parti très loin. Lui qui est né en 1921 à la Kasbah, il a écrit aussi sur la Kasbah. Déjà, ses premiers écrits, c'était sur la Kasbah. Il est décédé en 2006. Donc, et l'un des premiers travaux sur la Révolution, Récit de feu, c'est un ensemble de témoignages. C'est lui qui a chapeauté l'opération. Donc, il était à la tête du projet. L'Amir Khalid, si on peut voir, donc, il a réuni des documents et des témoignages pour servir à l'étude du nationalisme algérien. Ça, c'est un travail très important. C'est l'un des premiers. Bien sûr, donc, il reste, c'est des travaux qui ne sont pas... tout travail est perfectible, tout travail humain est perfectible, donc c'est tout à fait normal. C'est des études à compléter, à réviser, à actualiser à la lumière de nouvelles données. Donc, histoire du nationalisme algérien, donc il commence en 1919-1951. Bien sûr, on peut dire que oui, mais le nationalisme algérien viendrait de plus loin. Oui, sûrement, mais c'est des choix. Il y a toujours des origines lointaines, effectivement, qui sont après alimentées. Voilà, parce que lui, il a pris 1919, c'est le lendemain de la Grande Guerre 14-18, qui était un moment terrible pour les Algériens. C'est des milliers d'Algériens qui ont été pour la première fois militarisés. Donc c'est le service, c'est la conscription des indigènes. Il y a eu des pertes terribles, il y a eu beaucoup de blessés, d'amputés, donc ils sont revenus. Puis la première fois, c'est des milliers d'Algériens qui partent voir qu'est-ce qui se passe en Europe parce qu'ils ne savaient pas. Donc ils connaissaient le gouvernement juste ici, ils n'ont pas vu ce qu'ils ont chez eux, ils n'ont pas vu la violence entre eux. Parce que pour nous, c'était l'ensemble de gouvernements. Mais là, c'est la guerre entre les différents, donc les belligérants de la guerre. Donc on a vu que c'est des gens, même entre eux, ils sont violents, c'est des sauvages, c'est des barbares. Donc ce qui s'est passé pendant 14-18, ils sont revenus avec toute cette information. Et c'est le moment où aussi, au lendemain de la Première Guerre, où Messa El-Hajj a commencé aussi son militantisme. Donc il est resté en France avec les premiers immigrés, donc ils sont installés, ils sont restés travailler. Donc, et c'est vraiment, parce qu'ils avaient plus de liberté en France qu'ils n'avaient pas ici, parce que les colons veillaient à ce que les lois qui étaient en métropole ne s'appliquaient jamais ici. Donc tout ça, et ça c'est Mahfoud Qaddash qui a réuni tout ça. Et puis il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait une histoire générale de l'Algérie. Donc il a écrit les fameux 4 tomes, l'Algérie préhistorique, puis l'Algérie médiévale, ottomane, turque, et puis jusqu'à la guerre de libération en 1954. Il a écrit aussi sur le 8 mai 1945, aussi c'est un moment très important, même si c'est un petit livre. Mais vraiment c'est quelqu'un qu'il faut lire. Donc d'autant plus qu'on est en été, c'est les vacances, il y a beaucoup de gens qui veulent peut-être et chacun son goût. Il y a des gens qui aimeraient le lire sur l'Algérie préhistorique, peut-être la période médiévale, tout ce qu'on veut. Donc on a le choix avec Mahfoud Qaddash. En plus, il faut dire que c'est un historien qui a été prolifique. Donc, exactement, il a beaucoup produit. Beaucoup de titres, beaucoup de et jusqu'à présent, je ne sais pas, je pense que le travail de collecte de tous ces travaux n'a pas été fait. Donc, on fait peut-être un appel, si on peut, à la famille de Mahfoud Qaddash de créer quelque part le fonds Mahfoud Qaddash, donc ce qu'il a écrit, donc c'est surtout ces articles. Il y a beaucoup d'articles qu'il a publiés, peut-être un article dans une revue qui existe quelque part, qu'on n'arrive pas à localiser. Donc s'ils ont des copies, peut-être qu'il crée un fonds Mahfoud Qaddash à la Bibliothèque nationale ou quelque part, que ce soit quelque chose où ces travaux seront accessibles. J'ai beau chercher son travail sur la Kasbah, donc c'est des travaux qui ont été publiés donc, au début des années 50, au moment où il était enseignant d'histoire au lycée à Hamdia, mais je n'arrive pas à le localiser, je n'arrive pas à le retrouver. Il a 2 travaux. J'aimerais bien voir donc qu'est-ce qu'il a écrit sur Alger, mais parce que lui-même c'est un enfant de la Kasbah,
En plus, c'est un gars qui a vécu dans son enfance, il a été très tôt orphelin. Donc, mais avec tout, et il a travaillé, il a commencé à travailler très tôt aussi, parce que c'était simple, orphelin, vivre dans la responsabilité, de la famille. À 12 ans, donc à 12 ans, il était père de famille. C'est terrible. Mais avec tout ça, donc il est arrivé là où il est arrivé. Donc c'est un prodige. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bien sûr, il a été peut-être. Le scoutisme. Il a travaillé. Oui, il s'est rendu compte aussi de l'importance du scoutisme. Il a participé à l'écriture de l'histoire du scoutisme. Lui-même, il a été scout. Donc, il a été chef du groupe Al-Qutb. Il a été, comment on dit ça, qaïd al-am des scouts musulmans algériens. Donc, il a travaillé dans tout ça. Je pense que l'importance de Mahfoud Qaddash, comme par exemple Mahidine Bechtarzi, c'est des gens qui étaient acteurs et qui ont eu le souci d'écrire, d'enregistrer. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'activisme, qui sont dans le militantisme, qui sont dans l'action, mais au moment de transcrire tout ça et de l'enregistrer, maintenant, c'est plus facile parce que tout ça est filmé, donc quelque part, on va retrouver des archives par la suite. Mais à l'époque, c'était des actions qui étaient par-ci, par-là, donc et personne ne notait ça. Donc, mais chaque fois, il y a quelqu'un il est guidé par Rabbi subhanahu par le Maktoub pour écrire tout ça, pour enregistrer pour l'histoire. C'est ce qu'a fait Mahfoud Qaddash pour le mouvement national, pour l'histoire de l'Algérie, surtout pour l'histoire du nationalisme algérien, parce que ça n'a pas été facile. Si je me permets de dire donc au milieu de tous ces gens, donc je n'ai connu la valeur réelle de ce livre que lorsque sont sortis les mémoires de Sidi Ali Abdelhamid. Donc il a parlé un peu des conditions où Mahfoud Qaddash a recueilli tous les témoignages, donc comment il est parti voir les gens, les convaincre de participer, de témoigner, d'apporter. Et puis il y a des personnes aussi, Ahmed, il faut le dire, après un trauma, on a du mal finalement à exprimer certaines stations de sa vie. Exactement. Donc lui, il a fait tout ça. Il est parti dans la collecte, donc il a réuni les gens, donc les témoignages, puis la confrontation quand il y avait des contradictions. Donc il a fait tout ça. C'est à ce moment que vraiment on voit la valeur du travail du bonhomme. Parce que pour nous, c'est un travail, oui, il est merveilleux, donc on a plein d'informations, on est content d'apprendre et de connaître, de lire et de relire, de souligner, d'être d'accord, de ne pas être d'accord, mais on oublie la souffrance parce que c'est un travail qui est venu ex nihilo, c'est un travail qui est fait, qui est venu de rien. Et puis, c'est l'histoire de l'Algérie écrite par un nationaliste, c'est pas écrite par un historien étranger, donc qui vient avec ses archives, avec ses interprétations, ses analyses. La perception aussi. Exactement. Mais lui, donc, comme il était dans l'action, donc il connaissait les vraies intentions des uns et des autres, donc il avait tout ça. Et des choses qu'on doit taire, on ne doit pas tout dire, des choses qu'on dit à moitié, et ça fait partie de l'histoire. Donc, tout ça, c'est Mahfoud Qaddash. Donc, bonne lecture pour les gens qui sont en vacances. Donc, vous avez le choix, une quinzaine de livres à son actif. Exactement, et c'est des pavés, exactement, c'est des livres. Donc c'est un très bon choix, je pense, pour passer l'été et apprendre beaucoup sur le mouvement national algérien, sur l'histoire de l'Algérie en général et le mouvement national et la Révolution. Parce que même sur la Révolution, il a tout de suite écrit l'Algérie aux Algériens, quelque chose comme ça, un titre. Donc c'est l'un des premiers travaux d'histoire sur la révolution algérienne. Ça n'a pas été facile, donc, mais quand même il a le mérite d'avoir ouvert plein de chantiers. Et il s'intéressait aussi aux nouvelles questions, donc l'histoire économique, l'histoire. Donc il y a plein. Donc en dehors de l'histoire politique d'un pays, donc il y a d'autres histoires, l'histoire sociale. Et il s'est intéressé à ces nouveaux thèmes auxquels il a contribué. Donc c'est ça, Mahfoud Qaddash. Voilà. Donc plusieurs pièces du puzzle finalement à son actif. Donc effectivement, bonne lecture et le choix donc est quand même assez large avec Mahfoud Qaddash. Mais sinon, Ahmed, cette semaine nous avons eu quand même une nouvelle, j'ai envie de dire tragique.
une nouvelle qui nous a un petit peu tous bouleversés, qui a bouleversé le monde de l'art, le monde de la musique andalouse, le monde j'ai envie de dire, de la géologie, de la paléontologie, de l'histoire d'Algérie, n'est-ce pas? Nous avons perdu quand même un pilier cette semaine. Nordin Saoudi, rahmatullah alayh. Je ne sais pas comment le dire. Donc on le disait pendant l'enterrement, Taht Arsa. Donc Taht Arsa, c'est l'un des derniers maîtres de la musique. Donc ce qui reste, on a perdu un homme qui était musicien, qui était chercheur, qui était académicien, qui avait le niveau, il a dirigé, il a été à la tête de plusieurs institutions en Algérie. Il a été notamment le premier directeur de l'opéra, donc c'est pas quelque chose. Donc il a fait, donc c'est lui qui a monté tout ça. On avait un grand espoir, parce qu'il y a eu avec le colloque Abdelkrim Dali un nouveau travail amorcé sur la recherche sur l'histoire et la musicologie. Donc, lui, il était dans tout ça. Et en plus, il avait beaucoup de classe, c'est Nordin Saoudi. Il avait beaucoup de charisme, beaucoup de présence. Donc, et surtout, donc, quand il y a. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui a occupé une place très importante. Donc, pour dire, donc, même dans les. Ni nous, d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait appel à lui, il est présent. Vraiment, c'était quelqu'un. En plus, il avait beaucoup d'éducation. C'était quelqu'un. Et on le sentait parce que. Vu la différence, le gradient de niveau, on va le dire comme ça, qui réunit, qui est dans ce milieu, donc il prenait sur soi beaucoup, il souffrait beaucoup, donc quand il a osé inventer Noubat Ziria basé sur Tabas Sihli, donc il a eu beaucoup de. Moi, je lui ai dit, j'attendais la suite. Où est la suite? Il me disait, oui, mais comme la réponse a été très négative, donc, mais il avait qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une grosse perte. C'est une grosse perte, effectivement. Et à l'enterrement, il y avait plein de monde, tout le monde de la musique, Abdelkader Chaou, tout le monde était là, donc toutes les associations d'Est, d'Ouest, de toute l'Algérie, tout le monde était présent, les grands chouyours du Chabi, les grands chouyours d'Alger, parce que vraiment, on sentait que c'était le dernier maître. Donc vraiment, il était terrible. Exactement. Donc surtout pour l'école d'Alger, donc c'est une très grande perte. Donc je ne sais pas comment on va faire pour la suite. C'est vraiment terrible. Parce que il n'y a pas que il n'y a pas que la doigté dans la musique. Il y a plein. Donc c'est tout ce que représente la musique comme culture, comme impact civilisationnel. Donc tout ça a été en lui. On ne lui a pas dit, alhamdoulilah, Sundusiya a eu, je ne sais pas comment, par hidayah minallah, ils lui ont fait un hommage, ça fait quelques mois. Je pense que c'était un vibrant hommage. Exactement. C'était un hommage. C'était le premier et le dernier. Donc certains voyaient qu'il était un peu anticipé, peut-être avant l'heure, mais bon, vu ce qu'il attendait, bon, Habila Qsira, comme on dit, Moktoub, Rabbi yarhamou wa na'amou, Inch'Allah. Rabbi yarhamou wa yas'alih, effectivement. Donc c'est effectivement une grosse On essaiera de revenir un peu sur son travail avec moins d'émotion. Oui. Parce que le fait d'avoir connu la personne. La personne de près, effectivement. Effectivement, moi je l'ai connu autant que dans un autre domaine, parce qu'il est aussi docteur en géologie. Il est géologue. Je l'ai plus connu dans ce domaine, à son actif plusieurs écrits. Exactement. Aussi, il a un livre au moins. Un beau livre sur l'histoire de la géologie, l'histoire géologique de l'Algérie, effectivement. Exactement. Bon, effectivement, on reviendra avec un peu moins d'émotion, effectivement, Ahmed, dans ta compagnie. En cette semaine aussi, il y aura un hommage qui lui sera consacré dans notre émission Bonjour d'Algérie, notre hommage. Ce sera en ta compagnie la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ahmed Rabbi yarhamou wa yas'alih. Donc, toutes nos condoléances à toute la famille de Nordin Saoudi, à sa femme aussi, qui a toujours répondu présent, qui, elle aussi. Ses filles, son frère Mohamed, ses neveux, sa famille,
ربي يصبرهم. ربي يصبرهم ويصبرنا aussi. Bien sûr. Voilà, effectivement. Merci beaucoup. Ahmed, on se retrouve samedi Et on prochain. se dit, pour terminer sur une note positive, bonne année, Redwa 1er Muharram, oui, Inch'Allah. Effectivement, بالصحة والهنا. Effectivement, Redwa, Inch'Allah, Muharram. Merci beaucoup. Allah yaslimik. Ahmed, et on continue, je vous le disais, ce matin, toujours dans la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. On va revenir à, on va dire, à d'autres engagements. Cette fois-ci, l'engagement dans la prise en charge de la santé des Moudjahidines, n'est-ce pas? C'était un volet très très important dans l'histoire de la Révolution. Et cette fois-ci, c'est Faria Hamdi qui a rencontré une Moudjahida qui, elle, était, on va dire, infirmière au Maquis. Il s'agit de Maryam Ben Mohamed, dite Mimi. C'est Faria Hamdi, qui l'a rencontrée pour nous dans ce portrait. On se retrouve juste après. Elle, jeune mais aussi rebelle. Maryam Ben Mohamed, dite Mimi, un témoignage vibrant d'émotion, de vérité et de sincérité. Notre rencontre avec Mimi nous a permis de connaître et de découvrir les petites histoires de cette dame qui a fait la grande histoire. Je suis montée au Maquis. J'ai vu les blessés, l'endroit aussi. Et puis c'est là où j'ai commencé à soigner. Mais à ce moment-là, je n'avais pas de blessés. J'avais qui venait parce que j'avais un refuge. C'était plein. Il y avait un refuge à la maison, chez moi, à mes 5 maisons. Et puis je faisais la navette avec Dahawak. Mimi est de celles qui sortent de leur silence pour raconter ce qu'a été son parcours de maquisarde et d'infirmière. J'étais à Ain-Bissem, ça fait Ain-Bissem, Palestro, qu'est-ce que j'ai fait encore Bourground, là où on a enterré. Ain-Bissem, je la connais, Médéa. Après, je faisais un peu l'infirmière ambulante. Un jour, je faisais toute la tournée de la zone. Je savais où il y avait un ratissage, qu'il ne fallait pas y aller. Il faut y aller à tel endroit, là où je mettais mes blessés. Donc, mes blessés, je les mettais dans un endroit. Et j'allais les voir, je suis toujours à Palestro. Des femmes qui se battent pour la justice, la dignité et l'indépendance. Cette combattante a rejoint les rangs de l'ALN alors qu'elle n'avait à peine 27 ans. Mais elle garde toujours en mémoire des événements ayant marqué son itinéraire. À une bestième, par rapport à fois, je suis tombée dans les atterrissages. Déguisée, habillée comme moi, tout ça. Et je faisais comme ça pour dire je faisais la cuisine. Et je suis tombée plusieurs fois. Nous avons quitté Mimi tout en lui souhaitant longue vie. Maryam Ben Mohamed. Voilà, pour répondre à la question de docteur Fethi Benachnou, c'était donc Maryam Ben Mohamed, dite Mimi, et c'est Faria Hamdi qui l'a rencontré pour nous. Docteur, bonjour, marhaba bik. Bonjour, marhaba. Hier, nous avons fêté le 62e anniversaire de l'indépendance. J'ai eu l'occasion de dire à tous les Algériens bonne fête, je vous le dis aujourd'hui. Merci, bonne fête à nous et cette glorieuse indépendance. Alors, Maryam Ben Mohamed, que Faria Hamdi a rencontré pour nous, est une maquisarde, moudjahida, qui, elle, était infirmière au Maquis. Et bien voilà, transition toute faite aujourd'hui pour vous, docteur, puisqu'aujourd'hui, je le disais ce matin, ça ne va pas être une rubrique où on fait de l'éducation sanitaire que nous avons l'habitude de faire, mais d'ouvrir une page d'histoire pour comprendre un petit peu l'évolution ou l'épopée, comme vous le dites si bien, de la santé algérienne. Pour faire de tout notre comportement en matière de santé en Algérie, je crois qu'on peut être fier. C'est grâce aux Moudjahidines au Maquis. Oui. Le Maquis, c'est quoi? Le Maquis, c'était une guerre, au sens propre du terme. Il ne faut pas oublier que la France bombardait avec du napalm, bombardait avec des bombes, bombardait. Donc, ça a occasionné
des dégâts catastrophiques au point de vue santé, au point de vue physique des moudjahidines et des moudjahidettes. Ensuite, on n'emmenait pas les gens à l'hôpital pour les accueillir, pour en anesthésie. Surtout pas. Il fallait aller avec les moyens de bord. Premièrement, c'est petit à petit, par la force des circonstances, les moudjahidines. C'était quoi les moudjahidines? C'était, moi j'ai mal au cœur un petit peu quand on parle de l'équipe de football du FLN. Des gens ont quitté leur position pour rejoindre. Et là, il ne faut pas oublier que des étudiants algériens en médecine ont quitté leurs études de médecine pour rejoindre la révolution. Pour rejoindre la révolution, et croyez-moi, j'ai la chair de poule. Donc il faut, c'est eux qui étaient, par la force des choses, par leur engagement patriotique, par leur foi en l'indépendance et en la guerre d'Algérie, ont commencé à organiser par bribes, le système national de santé qui allait aboutir au moment de l'indépendance pour faire face. Surtout qu'on rappelle, docteur, qu'au moment de l'indépendance, lorsque la France donc, a quitté l'Algérie, elle a laissé beaucoup de maladies. N'est-ce pas que justement, l'Algérie post-indépendance, avec très peu d'expérience, elle a pu éradiquer en un temps record. Où est le miracle? Et je ne suis pas quelqu'un qui se balade dans l'air. De toute façon, c'est l'histoire qui le dit. C'est l'histoire, c'est le fait historique. C'est des gens qui étaient sur le terrain, dans les maquis, dans des conditions atroces. Et ils devaient répondre aux besoins de la situation en matière de santé, en matière de chirurgie. On faisait des amputations de jambes à vif. Il n'y avait pas de salle de réanimation à vif et on arrivait. L'histoire se répète un peu, docteur, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, à Gaza. À Gaza. Et là, je vais rejoindre ce qu'il y a à Gaza. Au lendemain, vous avez une très belle image, là. Au lendemain de l'indépendance, au lendemain de l'indépendance, on avait un très lourd héritage empoisonné, terrible. C'était la situation catastrophique léguée par la France au peuple algérien. C'était la tuberculose, c'était des besoins. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de la santé en Algérie. On s'est occupé de santé publique. Et pour faire le lien avec les gens de Gaza, que l'on salue, c'était des réfugiés. Nous avions nos propres... c'est les mêmes images. Si je pouvais, c'est les mêmes images. Il y a eu des documentaires qui étaient tournés en noir et blanc et ils passaient à la télévision, où les gens fuyaient les bombardements, où des mères avec leurs enfants dans le dos fuyaient. Et à l'indépendance, tous ces réfugiés sont venus en Algérie. On n'avait pas les milliards de dollars de maintenant. C'était des conditions atroces, il fallait inventer. Et surtout en matière de médecine, il fallait tout de suite, parce qu'on n'avait pas un parc, entre guillemets, de médecins et d'infirmiers et d'infirmières. Regardez, c'est dans des conditions. Mais ce qui est important ici, il ne faut pas en parler émotionnellement. Regardez comment la révolution était organisée. C'était des départements de l'armement, de l'alimentation, et regardez le département médical, comment les infirmiers ont commencé. Je ne comprends pas pourquoi la France n'a pas été intelligente pour savoir que l'État algérien fonctionnait déjà. Le ministère de la Santé algérien était organisé. Ce n'était pas la débandade. C'est ça on le voit déjà, la tenue, la présence, l'organisation. Et regardez, j'espère qu'on va laisser la photo. Regardez sur la table. C'est le coton, c'était les compresses, c'était les... Et maintenant, en voyant ça, on dit, oui, c'est normal. Mais attention, c'était une hyper-organisation du FLN-ALN, de la révolution. C'était une symbiose. Et là, moi, j'ai écouté une émission
où on disait que c'est une révolution de paysans, c'est une révolution de... Non, la révolution algérienne est exemplaire. Et je ne parle pas émotionnellement, dans le sens où il y avait une symbiose, il y avait une continuité, il y avait une organisation entre les villes et le monde rural les maquis. Et aussi entre les moudjahidines et la population, parce que la population aussi avait sa responsabilité, avait son rôle, on va dire, pour acheminer tout ce matériel. Voilà, il n'y avait pas les moudjahidines et la population. L'ensemble de la population algérienne était moudjahida, à tous les étages. Là, il y avait une symbiose. Il y avait certains infirmiers qui étaient à l'hôpital. Je parle de Mustapha, mais c'est la même chose à Oran, à Constantine, des infirmiers. Attention, algériens qui étaient dans l'hôpital, qui aidaient à travailler. Parfois des travaux simples, des travaux très simples à l'hôpital. Mais c'était la liaison qui ramenait un flacon de mercurochrome, quelque chose de la ouate, du coton. Et tenez-vous bien, si on vous trouvait avec de la ouate cachée sur vous, ça vous entraînait vers la prison. Vers la prison, effectivement. Et regardez, c'est ça qui était merveilleux et qui est merveilleux dans la Révolution algérienne. Il y a toute une organisation, une liaison qui faisait qu'un médicament à partir de Mustapha se retrouvait au maquis. Oui. C'était une organisation. C'est ça qui est merveilleux et ça c'est excellent. Et ensuite, au lendemain de l'indépendance, les problèmes ont continué. Moi, j'aimerais rendre, puisque tout à l'heure vous avez rendu un hommage, moi j'aimerais rendre hommage à M. Allah yarhamou Ben Yahya, Mohamed Siddiq Ben Yahya, et le professeur, ça viendra, où on était les premières générations, sessions de formation de médecins. Figurez-vous qu'on faisait des cours, on ne savait pas pourquoi, maintenant j'ai demandé, on faisait des cours à l'actuel endroit de l'UGTA, le professeur Boudjellab, l'UGTA, le siège de l'UGTA, dans la grande salle, on faisait... Et il faisait un froid terrible. C'est très froid, c'est immense. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est très grand. Et Mohamed Siddiq Ben Yahya, Allah yarhamou, et professeur Boudjellab étaient venus. Ils avaient remarqué. Et Mohamed Siddiq Ben Yahya, qui était dans la juste là à côté de... partisan de la diplomatie algérienne. Ah aussi. Oui, mais il a été ministre de l'enseignement ou je ne sais pas quoi. Après l'indépendance. Et il nous avait dit, il avait compris ça. On s'excuse, oui, c'est des conditions, il fait froid. Mais il était très doux dans sa façon de parler, tout ça. Et il a dit, écoutez, une révolution, un développement, c'est comme une petite boule de neige. Et on la lance et au fur et à mesure, elle va grandir. Et maintenant, je sais pourquoi on faisait des cours, on nous donnait des cours, la salle de l'UGTA, à l'époque, on ne la faisait pas à la fac centrale. J'ai demandé il y avait des problèmes de sécurité. On avait peur et on se méfiait des résidus de l'OAS. Alors ils auraient pu mettre, ils ont déjà brûlé l'université d'Alger, ils auraient très bien pu mettre la terre brûlée, tuer des gens. Et ça a formé, et on avait à côté de nous des moudjahidines qui avaient interrompu leurs études de médecine, qui sont revenus, qui étaient avec nous et qui reprenaient leurs études. Et c'était une tâche immense pour soigner les gens. La santé publique, pas la santé. Parce que la majorité des Algériens portaient la tuberculose, porteurs de tuberculose. Et tuberculose, attention, le Covid, entre guillemets, il est silencieux, il est mortel, mais silencieux. Là, c'était des gens dans la rue, ils toussaient du sang. Ils toussaient du sang, et les pires cas, ils toussaient du pu, parce que c'est le stade... et on est arrivé à organiser, tenez-vous bien, il faut rendre hommage aux simples employés des communes, qui avaient eu une formation grâce, par exemple, professeur Chollet, professeur Grango, beaucoup, et qui formaient ces gens-là, une formation pratique, et c'est eux qui allaient dépister la tuberculose. La radio, par exemple, maintenant on parle
d'échographie, de 3D, 20D, intelligence artificielle. Et on a débuté avec c'était du luxe, un téléthorax. Une radio simple des poumons, c'était du luxe. Et on s'est accroché et on a vaincu la tuberculose. Aujourd'hui, la tuberculose, pratiquement, on n'entend plus parler. Ça peut être des cas anecdotiques, mais ça ne tue pas forcément. Une nouvelle forme mais de ça ne tue pas forcément. Non, voilà. Une nouvelle forme de tuberculose. Là, on est en plein dans l'état actuel. Une nouvelle forme de tuberculose qu'on appelle une tuberculose résistante, qui est causée par la présence du VIH, le virus du sida. Là, on passe. Moi, j'aimerais revenir sur la grande victoire concernant la protection maternelle et infantile, les PMI. C'est pour ça que je dis que le système national de santé, il est bien ancré. C'est un matériel qui a fonctionné et qui a fait ses preuves. Les gens maintenant tirent, entre guillemets, sur le système national de santé. Non, il faut voir d'où est-ce qu'il vient, quelles sont les victoires qu'il a. C'est vrai que toute structure doit être améliorée. Mais par exemple, en matière de PMI, il y avait de la mortalité maternelle, c'était les mamans infantiles, mais quelque chose de catastrophique. Les femmes étaient enceintes 5, 6, 8, 10 fois, et parfois il n'y en avait que 2 enfants qui résistaient. Ensuite, on a eu le rachitisme, on a eu tous ces éléments-là, il fallait faire face. Et je crois qu'il faut rendre hommage, un grand hommage. Je ne parle jamais émotionnellement. Oui. Moi, je rends hommage au côté organisation, au côté professionnel des gens qui ont pris en main l'Algérie. Depuis le maquis jusqu'à nos jours. La formation des sages-femmes. Les sages-femmes ont rendu un grand service. Est-ce que j'ai vu un documentaire, j'aimerais qu'un jour la télévision, en Algérie, le répercute. C'était le témoignage d'une moudjahida qui était dans le maquis et qui a pris une moudjahida qui était enceinte, parce qu'on se mariait avec... Oui, effectivement. Eh bien, tenez-vous bien, elle est descendue, on l'a transportée, on l'a prise en charge du maquis jusqu'à l'hôpital. Je crois que c'était à Constantine ou à Naba. Du maquis jusqu'à l'hôpital. Elle a accouché. Et c'était une moudjahida, c'était une fellaga. J'aurais été fier qu'on me dise tu es un fellaga. Et elle a accouché, elle a repris sa santé. Ensuite, elle a pris son gosse et grâce à la filière d'organisation de la Révolution, elle est remontée au maquis. Donc vous voyez que ça, c'était excellent. Et croyez-moi, je crois que les gens de maintenant doivent comprendre. Si vous aviez en main une compresse, si on trouvait chez vous une compresse dans la rue, ça vous entraînait en prison, au torture. Et donc je crois qu'il faut rendre hommage, et on a un système de santé qui s'est construit durant la guerre de libération. Durant la guerre de libération. Et la France n'a pas vu que l'État algérien, dans tous les domaines, était fonctionnel et la preuve jusqu'à aujourd'hui. Effectivement. En tout cas, c'est un bel hommage que vous avez rendu Et c'est la réalité, c'est pas l'émotionnel. Hein. C'est des faits historiques. C'est des faits historiques, effectivement. Et que ceux que j'ai oubliés m'excusent parce que ça, je condense. C'est vrai que c'est le travail un peu de tous, c'est l'engagement de tous. Patriotisme. Patriotique, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour ce bel hommage que vous avez rendu aujourd'hui. Vous avez parlé de Raza. Eh ben, il y a eu une délégation médicale algérienne de jeunes médecins qui sont partis justement à Raza il y a 2 jours de cela pour donc apporter leur soutien, apporter leur aide. Oui. Et je suis d'accord avec vous, surtout la prononciation. Vous avez bien prononcé le mot de Raza, pas de Gaza. Il y en a qui prononcent des Gaza. Je crois que c'est Raza. Il faut se réapproprier même notre prononciation. Effectivement. Alors ça va être Raza, et justement parler de cette délégation qui se trouve en ce moment. Je les salue, les confrères. Voilà, exactement, vos confrères donc, qui se sont rendus à Raza pour apporter leur soutien, pour apporter leur aide. Et c'est justement Badia Amarni qui s'est intéressé à ce sujet. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne se manifeste encore une fois à travers cette délégation de médecins algériens qui sont arrivés au niveau du complexe médical Nasser à Gaza, tous animés d'une grande volonté de venir en aide à leurs frères palestiniens qui souffrent des affres de la guerre depuis maintenant 9 mois. C'était très difficile d'arriver jusqu'ici.
La situation est franchement plus choquante que ce que nous voyons sur les images. Au nord de la bande de Gaza, la situation est encore plus difficile. Notre devoir est d'aider nos frères palestiniens. Nous avons transporté avec nous le matériel médical nécessaire. En cette journée commémorative de la fête de l'indépendance, nous sommes contents d'arriver à Gaza pour venir en aide à nos frères palestiniens, symbole de la résistance. À l'occasion du 5 juillet, date de l'indépendance de l'Algérie, nous souhaitons la même chose à la Palestine, arracher sa liberté et son indépendance. C'est notre devoir en tant que médecins d'être ici en Palestine. Nous aurions aimé être ici dès le début de la guerre, mais les conditions d'accès difficiles nous ont empêchés. En cette occasion de l'indépendance de l'Algérie, nous souhaitons à nos frères palestiniens de vivre ce sentiment de liberté. Nous espérons assister à cette nouvelle ère de l'indépendance de la Palestine. Composée de 13 médecins de différentes spécialités, cette délégation médicale est arrivée par le biais de différentes associations humanitaires au niveau de la bande de Gaza, dans un premier temps avant de se déplacer dans les régions nord où l'accès est difficile. La délégation médicale algérienne se déplacera vers les régions nord de Gaza qui connaissent d'intenses bombardements et qui souffrent d'un manque flagrant de moyens médicaux. Nous remercions nos frères algériens qui ont toujours été aux côtés de leurs frères palestiniens. Les médecins algériens ont insisté pour parvenir à Gaza et ce malgré les difficultés. Ils ont dû attendre 1 mois et demi avant de pouvoir y accéder. Cela reflète encore une fois le soutien de l'Algérie à la Palestine. L'Algérie a de tout temps été aux côtés du peuple palestinien pour son indépendance. Depuis le 7 octobre, date de l'attaque de l'armée sioniste sur Gaza, l'Algérie n'a ménagé et ne ménage aucun effort pour mobiliser le Conseil de sécurité de l'ONU et la communauté internationale pour un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt du génocide contre un peuple innocent qui n'aspire qu'à son indépendance. Et voilà, on salue donc la délégation médicale algérienne qui s'est rendue à Gaza et en cette occasion, donc, qui coïncide avec le 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, seul souhait que nous avons aujourd'hui, c'est de voir donc, la Palestine libre et indépendante. Et sans plus tarder, parmi nous, notre amie Khawla. Khawla, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Khawla? Alhamdulillah, ça va. Bonne fête, Khawla, du 5 juillet. Toi aussi. Tahia Jazair. Tahia Jazair, oui. Bah, aujourd'hui, c'est Ni'ma Kbira, comme on dit. Hein. Exactement. N'est-ce pas? De vivre libre et indépendant dans son pays. Et de pouvoir donc se retrouver ensemble sur un plateau de télévision. Exactement. Ça fait un plaisir. C'est pour ça que tu nous offres des fleurs aujourd'hui? Oui. Bah, c'est Ahmed qui le dit, hein, c'est Ahmed qui me dit peut-être que c'est pour ça que Khawla nous offre des fleurs aujourd'hui. Ah oui, exactement. Le laurier rose aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du laurier rose. Donc, il faudra premièrement savoir que c'est une plante sauvage qui est très utilisée dans l'ornementation. D'ailleurs, on l'appelle Norium oleander. Donc, plante sauvage qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'entretien, c'est ça? Elle ne nécessite pas l'intervention directe voilà, de l'homme, je dirais. Donc, elle pousse comme ça le plus normalement possible dans son environnement, sans aucune intervention humaine. D'ailleurs, on a dit que c'est une plante voilà, sauvage qui est très utilisée dans l'ornementation et justement qui appartient à la famille des Apocynaceae. Elle se caractérise par un feuillage persistant, c'est-à-dire qu'elle ne perd pas ses fleurs pendant la période hivernale. Donc elle ne change pas plutôt, voilà, ses feuilles plutôt. Et justement, elle possède aussi des fleurs, de très très belles fleurs, de très jolies fleurs, je dirais, différentes couleurs. Donc on a la couleur blanche, la couleur rose. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on l'appelle le laurier rose. D'accord. Parce qu'il y a cette couleur qui attire, parce que c'est la couleur, je dirais, la plus répandue. Donc il y a le laurier rose, il y a aussi c'est-à-dire le laurier blanc, orange, etc. Donc il y a pas mal de couleurs. Et puis voilà. Donc ça, c'était une petite... introduction, mais sinon tu me disais que c'est une plante toxique.
Oui, exactement. Donc malheureusement, c'est vrai qu'on l'utilise souvent dans l'ornementation, mais imaginez-vous qu'un bébé ou bien une personne qui ne savent pas que cette plante est toxique, elle peut toucher ou bien ingérer justement les feuilles ou bien les fleurs de cette plante, peuvent causer justement c'est-à-dire ça peut causer la mort de la personne. Carrément. Oui, parce que déjà lors de la manipulation, en tant qu'agricultrice, etc., une personne qui manipule la plante, elle doit faire attention. Parce que moi personnellement, je l'ai touché hier, il y avait un lait qui s'écoulait, je dirais. D'accord. Et vraiment, ça m'a brûlé. Donc, je ne l'ai pas ingéré parce que si je l'ingère, c'est malikoum. Là, la bête, on n'a pas besoin de toi. Oui, donc effectivement, lors de la manipulation, il faut faire attention, il faut mettre des gants et il faut bien toucher des régions et ne pas toucher des autres, je dirais des parties de la plante. Donc, voilà. Voilà, donc pour que les gens qui nous regardent probablement reconnaissent rapidement la plante, apparemment en arabe elle s'appelle Dfla. Oui. Voilà. C'est ça. Bah, merci, Krimo. Voilà. Qui me l'a soufflé maintenant. Il y a Dfla et Rand. Rand. Parce qu'on dit laurier. Mais laurier, c'est Rand, donc c'est la plante avec laquelle. c'est une plante aromatique. Exactement. Donc on l'utilise dans la cuisine, etc. pour ses caractéristiques aromatiques, etc. Contrairement au laurier rose, qu'on peut même pas, il n'est pas comestible, donc on ne peut pas le consommer. Donc principalement c'est ça. Et d'ailleurs il y a une différence entre ces deux plantes, c'est que premièrement il n'appartient pas à la même famille. À la même espèce. Voilà, c'est pas la même famille. Et en termes d'exigence de climat, etc. Voilà, nous l'avons, laurier sauce, donc voilà, le laurier sauce, exactement. Donc il y a une classification botanique qu'on fait généralement dans les plantes. Le laurier sauce, il n'appartient pas à la même famille du laurier. C'est vrai qu'on l'appelle laurier, mais l'autre, il appartient à la famille des Apocynaceae. Et l'autre, c'est toute une autre famille botanique. D'accord. Voilà. Ils ne font pas du tout. C'est juste la dénomination. Exactement, c'est juste la un croisement dans la dénomination. Oui, voilà. Exactement. Mais sinon, tu as des images à nous proposer? Oui, j'ai fait un reportage c'est-à-dire sur le laurier, donc. On ira le voir. Oui. Allez, on va voir. Donc ce reportage, on se retrouve juste après. C'est un arbuste à feuilles persistantes et à fleurs étraillantes appartenant à la famille des Apocynaceae. Originaire des régions méditerranéennes, cette plante est aussi plantée dans n'importe quelle région dans le monde. Il suffit juste d'avoir un climat qui est justement sec. Alors, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'on peut consommer du laurier rose ou pas? Malheureusement, il n'est pas comestible parce qu'il possède des fleurs et des feuilles qui sont assez toxiques. C'est-à-dire, lorsque vous consommez le laurier, vous allez tout simplement mourir. Donc, certainement à éviter. L'entretien de cet arbuste se réalise très facilement. Il suffit juste de faire la taille, qui est un processus qui consiste à couper une branche de votre arbuste tout en assurant une très bonne croissance, et cela se fait juste après la floraison. Il est également important de surveiller votre plante car elle peut être attaquée par des cochenilles, des araignées rouges, mais aussi de protéger votre plante contre les périodes hivernales rigoureuses, surtout pour les climats qui sont plus froids. Et voilà, donc c'était quelques conseils que tu nous as donnés donc, par rapport à l'entretien du laurier rose. Mais sinon, qu'en est-il de la plantation du moment qu'on l'utilise pour l'ornementation? Ah oui, justement. Donc, premièrement, vous pouvez c'est-à-dire la mettre en place dans un pot. C'est juste, il faut utiliser un pot ou bien un diamètre qui est adéquat. Donc, généralement, on utilise un pot avec un diamètre de 30 jusqu'à 40 cm pour laisser un petit peu le développement racinaire, c'est-à-dire pour maximiser en fait le développement racinaire de la plante. Il faut faire aussi des trous dans votre pot. Bien sûr pour... des trous, c'est-à-dire? Des trous au-dessus de la peau. Ah d'accord. Voilà, au-dessus c'est-à-dire de votre peau. Pourquoi? C'est pour le drainage. En fait, le drainage, ça consiste à enlever la quantité ou bien d'eau, voilà, le surplus d'eau. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça peut causer de la pourriture des racines, etc. Donc, une manière d'éviter tout ça, on fait des trous
Et puis voilà, le choix du sol aussi, c'est très important. Généralement, on utilise le terreau parce qu'il est riche en matière organique, mais aussi il draine bien, donc voilà. La présence de la matière, le fait plutôt qu'il est riche en matière organique, cela dit qu'il pourra en fait, avec l'eau, etc., il pourra libérer d'autres éléments nutritifs voilà, qui vont participer à la croissance de la plante. Et il faudra justement l'exposer au soleil parce qu'elle nécessite au moins une exposition de 6 heures par jour pour achever en fait la photosynthèse. D'ailleurs, c'est une arbuste, donc elle appartient à une strate qui nécessite une certaine quantité ou une exposition de soleil par rapport aux autres plantes. Donc, il y a l'arbre qui est beaucoup plus demandant ou bien exigeant en termes c'est-à-dire d'énergie lumineuse. Et puis, on a les arbustes aussi. Et bien sûr, il faudra la surveiller parce qu'elle sera attaquée par des ravageurs, l'exemple des cochenilles, des araignées rouges, etc. Mais sinon, c'est une plante qu'on peut avoir à la maison parce que généralement, à la maison, on aime bien avoir un balcon bien coloré, n'est-ce pas? À l'intérieur aussi, là, on voit, ça apporte quand même une touche très agréable, j'ai envie de dire, à l'intérieur ou même dans des balcons. Donc, c'est recommandé ou il faut éviter du moment que c'est une plante toxique? Je pense qu'il faut quand même l'éviter. C'est vrai, si on utilise pour l'ornementation dans des espaces, je dirais, là où il n'y a pas beaucoup de monde, ou bien surtout les enfants parce qu'ils ne savent pas, sinon il faudra juste les sensibiliser. Voilà, faites attention parce que c'est une plante, c'est vrai qu'elle est belle, elle attire. C'est vrai qu'elle est très jolie. Elle est très jolie, mais il faudra faire attention par rapport à ça. Sinon, lors de la manipulation aussi, comme j'avais déjà dit, c'est juste mettre des gants. Voilà, c'est juste des précautions qu'il faudra prendre en considération. Il faut justement pas l'ingérer, parce que l'ingestion, c'est elle qui va causer des dégâts par la suite. Voilà, des dégâts donc, qui peuvent être fatals. Peut-être mortels, oui. Voilà, donc là, c'est vraiment à éviter. Mais sinon, bon, pour éviter tout souci, laissons la plante pour l'ornementation des espaces publics. Exactement. N'est-ce pas? Il n'y a pas mieux. Oui. Il n'y a pas mieux. Donc, après, on imagine bien des haies comme ça, avec laurier rose, c'est très très joli. Non, c'est une jolie plante. Franchement, d'ailleurs, même en termes d'exigence, etc., elle ne demande pas trop. Donc, contrairement au laurier sauce. Donc, le laurier sauce, par exemple, il demande une certaine quantité d'exposition, enfin, un climat qui est un petit peu, méditerranéen. Par contre, le laurier rose, il accepte tout type de climat, donc ce qui est déjà bien. Merci beaucoup, Khawla, pour tous ces détails. Merci, on te retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour d'autres découvertes. Exactement. Inch'Allah. Merci beaucoup, Khawla. Je te souhaite une très agréable semaine. Profite bien du soleil du moment qu'il n'y a plus d'examen. Exactement. Merci beaucoup, Khawla. Et on continue. Et toujours donc pour la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, la Casbah était en fête et le Chaabi a chanté justement l'indépendance. C'était jeudi et c'est Hicham Daou qui s'est déplacé pour revenir avec ces belles images que je vous propose de voir dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. Le Chaabi chante l'indépendance. C'était le thème choisi par les habitants de la Casbah pour célébrer une date sacrée. Il s'agit de la fête de l'indépendance, le 5 juillet 1962. Comme on est une association qui sauvegarde le patrimoine matériel et immatériel, donc c'est un devoir pour nous pour sauvegarder ce patrimoine et surtout la mémoire. Habitants de la Casbah, jeunes, femmes, anciens moudjahids, tout le monde était là pour partager ce moment de fête et de joie. Chaque partie de cette Casbah, petits, grands, vieux, ont participé avec leur cœur, avec la religion, avec
وحب. Le choix du lieu pour célébrer la fête de l'indépendance n'était pas fortuit. C'est ici que le doyen de la musique chabi a chanté sa chanson célébrant l'indépendance. الحمد لله ما بقى استعمار في بلادنا دو الشيخ الله يرحمه الحاج محمد الله يرحمه qui l'a écrit et aujourd'hui elle est reprise par la nouvelle génération donc c'est une chanson immortelle والحمد لله وهذا هو 5 juillet 1962, 5 juillet 2024. Célébrer notre indépendance, c'est honorer le courage et le sacrifice de nos héros. Une pensée pour tous nos martyrs. يا الجزائر يا الحبيبة الاستقلال راهي قريبة ما ينفع غير المدفع والرشاشة كي تنعل الفراسة المخربة عون يا رب وبع الرحمن في القلوب يتربى ولادنا المسلم معلوم بلادو. Alors voilà, ça discute, hein, là ça discute autour de ce qui s'est passé hier. Donc voilà, c'était une virée à la Casbah, là où il y a eu célébration du 5 juillet. C'était donc une très très belle ambiance, une autre ambiance. C'était hier, avant, pendant et après un match décisif, c'était la Coupe d'Algérie. Et aujourd'hui, notre amie Amina Zeri a choisi de revenir sur ce moment très particulier, on va dire. Et puis aujourd'hui, Amina, elle est avec un style expressif. صباح الخير صباح النور صباح الحرية صباح الحرية والجزائر جيتي انت بلي كولور دو سي ار بي دو غران شباب الوزداد لي كولور دو سي ار بي دو غران شباب الوزداد. Notre invité, notre cher invité, le président de l'APC de Belouizdad, M. Mohamed Amamara, il est venu avec les couleurs de son équipe préférée, CRB, donc marhaba bik. Et moi, je suis venue avec les couleurs. On va juste te demander de te lever, Amina, si tu permets. Parce avec que ça, c'est... Voilà. Avec un grand pour voir plaisir. Un peu. Voilà. Je suis fière de porter ces couleurs. C'est les couleurs de notre drapeau algérien. دونك يعطيها الصحة اللي خيطته لي، أنا درت لها لو موديل خيطته لي، فوالا دونك شوفي ما يهمش واش من الفريق اللي نحبه، صح المهم سي كو احنا on est des Algériens, on est fiers d'être Algériens, on est des supporters du Mouloudia, du Nehd, de l'USMA. Je suis fière d'être quand même une fervente supportatrice, supporter de l'USMA. Mais je porte l'Algérie et les couleurs de l'Algérie dans mon cœur. Donc, on a vécu une journée exceptionnelle hier. C'est ça a commencé il y a quelques semaines. Exactement. Oui. C'est la fête de l'indépendance et de la jeunesse aussi. Et c'est la grande joie aussi, la grande victoire du Shabab Belouizdad. Ce qu'on a gagné, c'est l'importance dans tout ça, c'est que c'est le fair play qui a gagné. C'est l'Algérie, c'est l'image de l'Algérie. مرحبا بك سيد الرئيس واش رايك مرحبا بك مبروك عليكم. Je vous remercie de cette invitation. C'est dans une institution algérienne. Hier c'est une journée exceptionnelle parce que... Beaucoup de stress, beaucoup de pression. Hein. Bon, je parle d'un autre côté. Oui. C'est une journée exceptionnelle. C'était le 5 juillet. C'est vrai. La fête nationale et la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Ça a coïncidé avec la finale, la grande finale entre deux grands clubs, deux grandes histoires, deux grands piliers du football algérien, entre le Mouloudia et le CRB, bien sûr. On a gagné cette coupe, mais ce qui était important hier, c'était tous les messages envoyés par tout le monde, par les supporters du Mouloudia, ceux du CRB, la présence du président de la République, toute cette joie dans le terrain. C'était une journée... On la voit à la joie. Hein. C'était une journée formidable. Ça a commencé bien avant avec la consécration du Mouloudia pour le championnat d'Algérie, que je félicite au passage. C'était bon, il faut dire que c'était plus qu'un match de football.
Il y avait de l'ambiance partout. On avait des familles dans le quartier de Belouzet que je salue. Tout le monde à travers. Un quartier emblématique qui porte oui, le nom d'un grand nom. Emblématique, révolutionnaire, Mohamed Belouzet. Bien sûr. Ce qui est important, tous les Belouzadi, ils sont fiers de porter ce nom. Et ils ont scandé son nom hier, durant cette journée historique qui marque beaucoup de choses. L'indépendance de notre pays, l'avancement de notre pays vers le progrès. On reste dans un cadre sportif. Toutes ces infrastructures sportives qui sont mises en place par l'État algérien, pas plus que 2 ou 3 jours, le président de la République a remis les clés du stade Ali Lapointe à Douira au Mouloudia. On espère qu'on aura, même nous, on aura un stade, Inch'Allah. C'est un début, il reste que le stade, quand même, c'est un bijou, hein, on l'a vu. Bien sûr. C'est le message, finalement, qui a été... Moi, j'espère que toutes les équipes algériennes auront leur stade. On a vu dernièrement le stade de Tizi Ouzou aussi, il est extraordinaire, de la JSK. Bon, même je ne suis pas un spécialiste. Le sport, bon, j'ai un penchant pour le football et le CRB, bien sûr. On ne peut pas rester indifférent. Oh oui, exactement. Si on parle de professionnalisme, où l'État algérien, il est en train de mettre les moyens pour ces clubs. On a vu récemment une entreprise publique mise à la disposition pour le MC Oran, pour le STEF, pour le CRB, ça fait 4 ça fait 6 ans. La GSK, c'est comme ça, c'est pour avoir un résultat dans les plus brefs délais. Et comme ça, on va faire un grand pas vers l'avant. Les équipes ne peuvent être que plus performantes, finalement. Nourhouda, je voulais féliciter les supporters du Mouloudia, l'équipe du Mouloudia, pour le fair play, pour la joie qu'ils ont donnée à leur public. Et bon, Inch'Allah, l'année prochaine, Inch'Allah, il y a la Super Coupe très prochainement. Le mois de janvier. Le mois de janvier. Pour ça, bon, c'est un très bon point qui a. Je remercie tous les médias, surtout publics, qui ont contribué à faire une sensibilisation bien avant le match. Hier, j'ai vu à Belouizdad des supporters du Mouloudia avec des maillots du Mouloudia en plein Belouizdad qui manifestaient leur joie. Bien sûr, ils ont eu le championnat avec leurs amis ou frères du CRB. C'est des images qui restent pour l'histoire, Et on a vu un geste très significatif du monsieur le président de la République avant l'entame du match. C'est une première où il a pris les 2 capitaines d'équipe par le bras. Avant le match, il a pris une photo avec eux. Ils se sont serrés la main. C'est génial. C'est un message ou très fort. De fraternité. On a vu le président de la République qui saluait tous les supporters du CRB et du Mouloudia. Il y avait une symbiose. C'était extraordinaire. On le disait d'ailleurs hier, parce qu'on parlait des préparatifs du match, que reste quand même le football. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu d'abord, mais on a vu ces derniers temps un véritable fédérateur finalement entre les différents supporters. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de, on va dire, de concurrence entre les supporters. Cette fois-ci, beaucoup moins. On est beaucoup plus sensibilisés à la question. Exactement. N'est-ce pas? Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre? C'est que le football, ce n'est qu'un jeu, il rassemble. Surtout, c'était une rencontre entre 2 équipes, le Douaya et le grand Chabab Belouizdad. Donc, ils donnent le bon exemple pour les
لي جون بزاف لي جون يحبوهم يقول لك نحب نولي كيما بالليلي نحب نولي كيما كداد دونك سي لو سبور باش نشوفوا السبور واش يقدر يدير qu'est-ce qu'il peut donner donc on a vu hier la Coupe d'Europe entre le Portugal et la France ça s'est terminé avec une défaite pour le Portugal à la fin ils se sont serré la main تسلموا c'était bon هذه يقول لك بالعربيه يقول لك الساحره المستديره اللي تبكي وتفرح c'est ça le foot même on a vu sur les réseaux sociaux ces dernières semaines en préparation du match d'hier il y avait une certaine conscience chez les jeunes supporters des équipes. On a vu sur les réseaux sociaux des messages qui appellent à la sensibilisation, qui appellent au fair play. C'est une très très bonne chose. Très bien. Et puis il y a même, excusez-moi, parce qu'on a vu hier quelques reportages où nos journalistes ont rencontré les supporters. Donc même les anciens supporters, donc les grands-pères, les grands-mères, on a même eu à voir un des supporters de CRB d'ailleurs, qui a environ 87 ans, qui sont là justement à essayer de sensibiliser les gens du quartier. Donc il y a un travail finalement qui a été fait. Le résultat est là. Le résultat est là, on l'a vu. Il faut reconnaître et saluer toutes les personnes qui ont adhéré à cette démarche pour l'image du sport algérien, pour la fraternité et surtout durant une journée historique. Laure Houda, je voulais revenons à notre drapeau, cher drapeau تاعنا وين تكون تشوفوه حتى بول نور مرة شافوه هكذا وحده il est partout. Déjà, il regroupe les deux couleurs des deux clubs. Exactement. Donc, je voulais juste dire que un petit extrait d'un poème de Yassine Abed اللي يقول فيه أنا يا بلادي كنت عارف وهما اللي ما كانوش عارفين دهشوا نهار عليمة واقف من عادتنا نموتوا واقفين نموتوا للنيف والشرف نموتوا على الوطن والدين حنا علمنا بلا ريح يرفرف حنا هما الجزائريين. Magnifique. Très beau. Très très joli, très significatif et on s'identifie finalement tous à ce poème. Alors là, on me dit que nous avons de très très belles images qui reviennent sur la victoire du CRB d'hier. Est-ce que vous en pensez qu'on ira les voir ensemble? C'est un reportage signé Sarah Delbel que je vous propose de voir. On se retrouve juste après. التاريخية والكبيرة تأتيكم الآن أيها المشاهدون الكرام. C'est la 9e. Le Chabeb de Belouizdad marque l'histoire avec ce record sans précédent et devient le premier club algérien à atteindre ce nombre impressionnant de titres en Coupe d'Algérie. Une première finale inédite entre le Mouloudia d'Alger et le CRB, remportée par les enfants de Belouizdad. بالعام اللي فات ما كتبتش كونتر الشلف خسرنا ولكن السنه صرينا وزاد الاصرار تاعنا والحمد لله تحصلنا على نتيجه ايجابيه نشكروا ستاف تكنيك ستاف ميديكال نشكر اللاعبين اللي كانوا في التيران رجاله. Cette rencontre a été une véritable bataille sur le terrain, mais le Chabeb a su démontrer sa supériorité tactique et sa cohésion d'équipe pour s'imposer. Et c'est grâce à ce but de Chouaib Kedded à la 42e minute de jeu que le Chabeb a brandi fièrement le 9e trophée de son histoire. Les supporters du Chabeb, connus pour leur passion inébranlable, célèbrent cette victoire historique avec une ferveur incomparable en faisant vibrer les gradins du 5 juillet. Et voilà, très très belles images, très belle victoire pour le CRB, mais on rend quand même hommage aux deux équipes, n'est-ce pas, qui se sont données à fond. Et bien entendu, il y a toujours un perdant, il y a toujours un gagnant, mais finalement il n'y a jamais de perdant, hein.
finalement. C'est la loi du sport en général. Oui, c'est la loi du sport. Mais généralement, il n'y a jamais un perdant. On apprend toujours, n'est-ce pas? Non, c'est surtout pour la Coupe d'Algérie, c'est un peu spécial. C'est la 9e. C'est la 9e coupe. Et entre parenthèses, en tant que PAPC, c'est mon 7e titre en tant que PAPC. Ah, ben voilà. Très bien, ربحوا عليك. Je suis son. ربحوا عليك, exactement. قولي لنا شكون supportيتي البارح. Alors moi, honnêtement, je n'ai supporté aucune des deux équipes parce que je n'ai pas, on va dire, beaucoup d'informations par rapport. Mais moi, je supporte réellement l'équipe nationale. Quand l'équipe nationale joue, là, je suis en plein dedans. Mais je ne cache pas qu'hier, je n'ai pas regardé le match. J'étais juste là en train d'essayer de voir, parce que finalement je n'habite pas très loin du 5 juillet, donc j'écoutais un petit peu tous les échos des supporters. Ça a résonné. Voilà, et puis j'avoue que j'étais curieuse de savoir qui c'est qui a perdu ou qui a gagné. C'est pour ça que c'est le meilleur qui a gagné. Vous avez mis le rouge et le blanc. On me taxe depuis hier, finalement. Je suis taxée. C'est un honneur pour vous, en tout cas. En tout cas, pour hier ou pour aujourd'hui, j'ai vraiment choisi les couleurs de l'Algérie. Exactement. Voilà. Mais en tout cas, bravo. La seule chose que je peux dire, c'est un grand hommage aux deux équipes. Bravo aux deux équipes. Et bien entendu, Mbarak al-Essir. Voilà. Mais sinon, pour ta part, certainement, tu as eu... Moi, je sais que tu es usmiste. Je suis usmiste, je suis fière de l'être. Oui. Parce que hier, sur le réseau social Facebook, j'ai fait un commentaire, j'ai dit bravo le grand Shabab, مبروك. من بعد كتب لي واحد قال لي ماشي انت يا لوسما. قلت له oui, je suis usmiste. كيفاش j'ai supporté le CRB وما كاش كيفاش je supporte pas le CRB. علاش؟ parce que على بالكم في الدار le mari c'était un mordu du CRB. On lui rend hommage. D'ailleurs, il est aux anges, notre ami. Voilà. Et il était là hier, dans l'émission en compagnie de Polyphème. Et donc, je tiens aussi à féliciter le directeur de Canal Algérie, Adel Sadoun aussi, qui est un grand supporter de Oumziya, اللي راهم ربحوا اليوم حنا سينو يجي زعفان دونك يجي زعفان الحمد لله يا ربي ولو ميور a gagné. Donc, أنا ناصرت شباب الوزداد parce que من أقرب الفرق ليا. Mais une petite parenthèse, même si notre directeur est un fervent défenseur du CRB, fervent supporter du CRB, mais il a quand même rendu hommage hier à l'équipe du MCA. Exactement, il faut être sportif et objectif. ما تنساش باللي احنا نمثلوا le secteur public. Donc اليوم on a félicité le doyen, le مولودية يقعد le doyen العميد الأندية الجزائرية. Donc, un grand bravo, l'Ansar, les supporters. Mais sinon, lui qui supporte CRB, c'était comment hier? Déjà pendant le match. Ça fait une semaine, on vit sur les nerfs. On vit sur les nerfs, sous pression. Non, non, il n'est pas, c'est pas le type qui utilise la violence ou non, au contraire, il est très sage, Mais on sent qu'il est quand même agité, qu'il est sous pression. Alhamdoulilah, البارح c'était la grande joie. Donc, il était à la Canal. Je l'ai appelé فرحان, قلت له مبروك عليكم كي جا للدار ما نحكيلكش كيفاش. Donc, الصيف نجوزوه بيان, الحمدلله. الحمدلله. Alors, Nsardine, on va lui demander ce matin de composer une chanson pour CRB. Il a fait une chanson. C'est pour le CRB, un cadeau pour son équipe préférée. D'ailleurs, 3 chansons pour le Nhardito, la championnat. Donc, il est toujours présent. Nsardine, il est toujours présent au stade. Sa chanson, il y a les Melktini, les Darha Jdida pour son équipe. Le match à sa façon. C'est il est un peu stressé durant le match. C'est normal, comme tout supporter. Même ça ne se voit pas sur lui, mais antérieurement, il est... صح يزعف ويقول لك قبل الماتش قال لي يديها مبروك عليه اللي يديها بصحته. Et c'est ça le foot. Donc يديها بصحته والداخل ربي عالم. Voilà, donc مبروك عليهم يستاهلوها. Le plus important, c'est cette joie qu'on vit quotidiennement en Algérie. Alhamdoulilah. Le 5 juillet, c'était un très beau cadeau pour vous. On a bien fêté le 5 juillet à Belouizdad. Un 5 juillet, Shabab Belouizdad. J'imagine que le quartier Belouizdad hier, personne n'a dormi. Non, j'imagine nuit blanche. Surtout vers les coups de minuit, les jours ils sont passés avec la coupe.
ça a été mon apothéose. Oui. Donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion finalement de se rendre au stade, ils ont pu avoir quand même l'équipe au niveau du quartier. Un grand hommage aux joueurs, au staff administratif à leur tête, M. Rabhi, à M. Ammar Sharafeddine Hadar, et surtout c'est une récompense pour les supporters. Ils sont toujours présents avec leur équipe, même en déplacement. Ils sont fidèles à leur équipe, surtout la nouvelle génération de supporters. Si vous voyez Belouizdad, il est tout coloré en rouge et blanc. Les chansons sur les réseaux sociaux. Dans les balcons aussi, hein, les chansons. Je sais qu'à chaque fois que je passe et par... les youyous des femmes, c'est très émouvant. Oui, effectivement, c'est émouvant. Voilà, donc يقعد شباب الوزداد une grande équipe qu'on respecte beaucoup. بكري يقولوا عليها كانت l'équipe nationale تاع الجزائر اللي كلام اللي عبروق اللي سلمي زيد لي نو عاشور عبروق موحى l'Almas le grand Almas. Donc et après on a eu beaucoup de générations au CRB, même dans les autres clubs. Bien sûr, ils ont marqué leur passage. Chaque génération, elle a une manière de jouer, ils ont donné de satisfaction à toute une population, à tous les supporters. Même il faut savoir que le CRB, on a des supporters un peu partout, sur tous les wilayas d'Alger. Même il y a un Tunisien qui vient dans les grands événements. C'est un fervent supporter du CRB. Oui. Il a une page sur les réseaux sociaux. Il était là hier. Voilà. Comme quoi, une portée internationale, le CRB. Oui, c'est une équipe qui a une grande histoire. Bien sûr, dans le football algérien. Même, il y a des jeunes supporters, ils se disent pourquoi le CRB a été créé en 62. Non, le CRB, on avait deux grands clubs durant le colonisateur, le Wydad et le Cap. On a beaucoup de martyrs dans le club. Beaucoup de moudjahidines dans le club. Juste après l'indépendance, le CRB a été créé en juillet 62. Le nom du CRB, le 15 juillet 1962. 10 jours avant l'indépendance. Juste après l'indépendance, ils avaient une mission patriotique. Ils l'ont accomplie. Après, ils sont revenus au sport et au foot. Donc un pilier finalement. Exactement. Un club historique. Mais un autre point. On termine sur ça. Oui, notre force algérienne, le sport, on trouve chez la famille Tarti Amina, on trouve l'USMA et le CRB. Bon, moi, à l'Assemblée populaire communale, que je salue tous les élus de la commune, nous avons elle supporte le Mouloudia. Oui. Hier, elle a fermé son téléphone. Mais je la salue. On la salue quand même ce matin. On la salue. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous, de partager votre joie aussi avec tous nos téléspectateurs. Amina, merci beaucoup. Merci pour cette très belle tenue, pour cette très belle couleur. Je voulais juste dire que la chanson qui passe en ce moment, c'est un chef-d'œuvre, Hanni Hanni Ya Hannana de Yassine Ouabed, à qui on souhaite un prompt rétablissement, chanté, interprété par un duo extraordinaire, Hassiba Abdelraouf et Nasreddin Ghaliz. Donc, حنية حنية حنانة نهضر برك على هذا لو روج هذا
اللي يمثل الدم تاع الشهداء ربي يرحمهم. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Dès demain, à partir de 8h, vous retrouverez mon ami Radia Boulmaali. Pour ma part, ce sera vendredi prochain, Inch'Allah. Excellente semaine à tous. Au revoir. نجزنا على المسيد فهمنا هما حفظوا الكتابات وما فهموش حنا كلينا المحمصة شبعنا كلاو الدنيا وما شبعوش حنا اللي يطلب منا عنايتنا نجل الزرق ما يمسوش واللي حب يسيطر